Et on continue ce 7-8 avec notre nouvel invité, Jean-Pierre Maillot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable formation au sein du Radio Club amateur de Saint-Quentin en Yvelines. Et si vous êtes en plateau avec nous, c'est que le Radio Club de Saint-Quentin, mais ce n'est pas le seul, organise une journée porte ouverte samedi 22 septembre. Je dis tout de suite les horaires, 10h, 18h dans vos locaux à Montigny, pour justement présenter cette activité. Et d'abord, ma première question, qui va être une question de vraie béotienne, c'est quoi la différence entre le radio amateur et le cibiste ? Alors, le cibiste, lui, peut acheter un appareil dans le commerce qui sera normalement limité en puissance. Il n'a droit qu'à quelques fréquences. Il n'a pas de règles très précises à respecter. Normalement, il doit déclarer sa station. Mais par contre, il est très contraint dans les plages de fréquences possibles. Donc, il ne peut pas jouer avec la propagation ou d'autres phénomènes. Comme c'est un accès relativement libre, ça a rendu beaucoup de services aux chauffeurs de camions pour communiquer entre eux. C'est comme ça qu'on connaît la CIBI, effectivement. Entre autres, bien entendu, ça a été un bon développement. Je pense que c'est utile pour eux. Par contre, on y trouve de tout, le meilleur et le pire. Bon, ça, c'est pour les cibistes. On a bien compris que vous n'étiez pas cibiste. Et donc, le radio amateur, lui, alors, le radio amateur, lui, beaucoup plus il cadré, est beaucoup plus réglementé. Ouais. En fait, le radio amateur, je dirais, sa fonction est définie par l'Union internationale des télécommunications, au même titre que le mode de fonctionnement des autres organismes, que ce soit l'aviation, la marine, radio amateur, tous les services y passent. La police, par exemple. Y compris donc, en fait, ça veut dire que s'ils vont sur les ondes. Ah oui. Donc nous avons nos fréquences, vous avez vos fréquences, c'est ça? Voilà, donc nous avons un certain nombre de bandes de fréquences qui ont été attribuées aux amateurs, pour services rendus d'ailleurs dans les débuts où les radioamateurs étaient pionniers, fabriquaient du matériel. Ils ont démontré qu'il était possible de communiquer à travers l'Atlantique. C'est les premiers contacts à travers l'Atlantique sur ondes courtes, ces radioamateurs. Et ensuite, bien entendu, tout le monde s'est précipité. C'était en quelle année En 1823. D'accord. En 1923, excusez-moi. Ah oui, d'accord. Donc ça a servi évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ça a servi, bien entendu. En fait, ça a surtout débloqué tout le système radio parce qu'on ne croyait pas à ces fréquences au début. C'est pour ça qu'on les avait données aux amateurs. Et en fait, ils ont montré que c'était utile et qu'en plus, on pouvait communiquer avec des puissances beaucoup plus faibles. Alors, c'est très réglementé, vous l'avez dit, parce qu'il faut aussi un permis. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle un permis d'émettre, mais en tout cas, il faut un permis. Comme un permis de conduire. C'est un certificat, ça s'appelle un certificat d'opérateur radio. Ça se passe auprès de l'Agence nationale des fréquences. On passe un examen qui comporte 2 sections, une partie réglementation, une partie technique. Et une fois qu'on a cet examen, c'est l'équivalent, comme vous l'avez dit, du permis de conduire. Donc là, maintenant, on peut demander une licence, donc une autorisation d'émettre. Et l'administration nous attribue un indicatif qui est en France, c'est la lettre F suivie d'un chiffre, suivi de 3 lettres. Alors cet indicatif est tout à fait personnel. Radio Club en a un, moi j'en ai un. Chaque radio amateur en a un. D'accord. Il est donc personnel. Il est tout à fait personnel. D'accord. Et vous qui êtes responsable de la formation, vous êtes celui qui fait passer, vous êtes monsieur le permis. Alors, monsieur permis. On ne fait pas passer l'examen, c'est vraiment l'administration qui fait passer Vous préparez nous préparons vos adhérents. les personnes qui sont intéressées à cet examen. Donc sur la partie technique, un peu la réglementation, où là c'est plus du par cœur, et on leur fait passer des petits examens fictifs, on leur donne tous les tuyaux qui vont bien pour leur permettre de se préparer. En général, ça se passe bien. Alors je l'ai dit, il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées par votre radio club de Saint-Quentin en Yvelines ce samedi 22. Vous n'êtes pas tout seul, il y a 30 clubs en tout, radio club qui organisent ça, c'est une première. Alors, ce regroupement des radio clubs en France entière. Hein. C'est un peu une première de faire l'opération porte ouverte le même jour. Ce que les radioclubs ont souhaité à cette occasion, c'est donner un peu plus de visibilité. En fait, notre activité, qui est une activité quand même scientifique, est assez mal connue. On a beau faire des efforts pour... Mais justement, votre activité, vous dites, elle est scientifique. En gros, moi qui n'y connais pas grand-chose, en fait, vous communiquez avec d'autres personnes via un émetteur. Alors, on communique avec d'autres personnes. Le principal but, c'est de communiquer avec le monde entier. Ça peut être le principal but. En fait, pour communiquer, il va falloir le matériel. Donc, on peut considérer qu'on peut avoir envie de construire son matériel. Il faut des antennes. On peut avoir envie de construire et de comprendre le fonctionnement des antennes. Si on veut fonctionner en ondes courtes, il va falloir comprendre la propagation. Comprendre la propagation, c'est les tâches solaires, le flux solaire, l'ionosphère. Donc, vous voyez qu'il y a plein de ramifications. Ah oui, c'est compliqué quand même. Et on peut aller très loin. Mais on a le choix. On n'est pas obligé pour communiquer avec quelqu'un. Il ne suffit pas juste d'acheter sa petite station et de parler dans le micro. En fait, on pourrait s'en contenter, mais je trouve un peu dommage. Ouais. Il vaut mieux aller un peu plus loin. Pendant que vous parliez, on a vu quelques images d'une expérience qui a été passionnante, qui a duré pendant 1 an. Enfin, en tout cas, vous avez mis 1 an pour préparer tout cela. C'était le contact entre des lycéens du lycée Descartes de Montigny et puis la Station spatiale internationale. Ça paraît fou quand même.
Alors, ce qui est fou, c'est pas tellement le contact avec la station spatiale, quand même. qui est, je dirais, c'est une liaison qui devrait être facile. Ce qui la complique, c'est que la station spatiale n'est pas à disposition des amateurs. Ils ont une station amateur à bord, mais ils ont tellement d'occupations, très peu de temps, donc les contacter, c'est difficile. Ensuite, au sol, il y avait plus de 200 personnes qui regardaient, donc pas de faux pas. Donc il a fallu préparer les choses. Parce qu'en plus, le temps était vraiment chronométré. Vous aviez c'était à la minute, moins de la minute. Ouais, forcé, puisque c'est une trajectoire relativement rapide, donc il faut saisir le moment. Le satellite est là, il n'est plus là. Donc, on a ce créneau. Alors, il y a des satellites radioamateurs qui existent, qui tournent autour de la Terre, et les radioamateurs ont une certaine expérience de l'utilisation de ces satellites. Donc, ce n'est pas complètement une découverte de faire la même chose avec ISS. ISS, ça se prépare par contre, on passe par la NASA. Allez, on va dire que ça fait rêver. Et puis surtout, vous avez impliqué des lycéens, et ça, c'est aussi une des actions du Radio Club amateur de Saint-Quentin, c'est de vouloir développer ces actions vers les collégiens et les lycéens. Alors ça, c'est important pour nous, parce qu'en fait, c'est là qu'on peut trouver la génération suivante de radioamateurs. Ici, en janvier, nous avions Geoffrey, qui est un des lycéens de Descartes, qui avait fait le contact, justement. Oui, qui est venu au plateau. Qui est venu au plateau. Et un autre élève est venu passer l'examen après. Donc on a eu quand même d'autres retombées. J'en connais plusieurs qui sont intéressés, mais qui sont actuellement plus en train de préparer des concours. Donc bon, mettre ça un petit peu sur la touche pour le moment. Vous dites que c'est une activité scientifique. Quelles compétences il faut pour pratiquer le radio? Alors, on ne prend pas nécessairement beaucoup de compétences. Il faut d'abord être intéressé, passionné, avoir envie d'apprendre. Ouais. Parce qu'on est comme tous, on arrive, on ne connaît pas tout. Si on a déjà une expérience en électronique, évidemment, tout est facile. Même l'examen devient très facile. Il y a juste la partie réglementation à apprendre. Le reste, on l'a déjà vu à l'école ou dans les formations professionnelles. La formation est un peu plus compliquée si les personnes ne sont pas dans le domaine technique, électronique j'entends. Mais on a formé des artisans, on a formé un boulanger, bref, des personnes qui n'avaient pas du tout d'accès dans ce domaine. C'est un peu plus long, ils doivent faire un peu plus d'efforts, mais ils y arrivent sans problème. Quand vous dites c'est un peu plus long, il faut faire plus d'efforts, c'est-à-dire qu'il y a des choses à apprendre, il y a des formules mathématiques à apprendre ou des choses comme ça. Oui, bien entendu. Ouais. La loi d'Ohm, pour quelqu'un qui a fait de l'électricité, c'est évident. Pour quelqu'un qui ne l'a jamais vu, eh bien, il faut l'apprendre. Donc en fait, une partie de ce qui s'apprend en lycée ou en études techniques par la suite, il faut y passer. C'est-à-dire qu'au moment où on communique en fait, dans un micro avec une station dans le monde entier, ça dure quelques instants, c'est peut-être l'aboutissement, mais il y a tout un travail de préparation avant, de construction, de création en tout cas de sa petite station. Alors, création de la station, c'est facultatif, on l'a mentionné tout à l'heure, on peut acheter. Créer, c'est parce qu'on sera intéressé par cette partie technique. Mais je dirais, pour l'examen, c'est incontournable, il faut passer un certain nombre faut répondre à un certain nombre de questions. On doit apprendre cette partie-là. Après, on peut l'oublier, puis faire du trafic. Et certains ne retournent plus dans la technique. Mais ils vont être très actifs en contacter des stations lointaines, travailler par satellite, réflexion sur la Lune. Et quand vous dites justement contacter des stations lointaines, est-ce que vous avez des souvenirs d'échanges avec des pays incroyables où c'est difficile d'accéder Alors, souvenirs d'échanges, moi, je dirais mon souvenir, ce n'est pas une station très lointaine. Nos communications sont très réglementées, donc on n'a pas le droit normalement de transmettre des communications privées, par exemple, sauf catastrophe. Et c'était au Liban, pendant la guerre du Liban, j'avais dans mon entreprise un collègue qui était libanais et dont la famille était au Liban et qu'il n'arrivait plus à joindre par téléphone. Donc l'international était coupé. J'ai fait un certain nombre de veilles et j'ai réussi à contacter un amateur qui n'était pas loin et par téléphone, il a pu joindre la famille. J'ai enregistré ça et là, j'ai fait un heureux. Mais je dirais c'est certainement mon meilleur souvenir. C'est émouvant. À la fois, c'est quand même un souvenir émouvant. C'est un souvenir émouvant. Oui. L'avoir réussi, ça m'a vraiment fait quelque chose. Mais j'en ai pas fait énormément, de grandes distances, de grandes performances, en fait, personnellement. D'autres en font. Vous êtes plus technicien. Je suis un peu plus technicien, mais... Une dernière question sur ces journées portes ouvertes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir donc le 22 septembre entre 10h et 18h? Alors entre 10h et 18h, nous aurons des guides qui vont permettre aux visiteurs de découvrir nos installations, bien entendu. Nous aurons des opérateurs radio qui vont faire du trafic, donc on va pouvoir voir comment ça se passe, quels sont les protocoles, ce qu'on fait. Nous aurons une station qui sera dédiée satellite, qui permettra peut-être pas de travailler à travers les satellites, parce que là, tous les satellites ne sont pas actifs, il faut être dans le bon créneau, mais on peut écouter souvent les balises des satellites qui transportent des informations. Nous aurons également des vidéos, dont la vidéo ARIS,
On en est quand même assez fiers. Évidemment. Et puis la présentation des activités du club. Nous avons un petit musée, donc nous montrerons ces pièces qui vont de 1910 à peu près jusqu'à notre époque. Ah bah très bien. Très bien. Mais merci en tout cas beaucoup Jean-Pierre Maillot d'être venu sur le plateau nous présenter à la fois cette activité de Radio Club Amateur et puis les journées portes ouvertes qui donc ont lieu le samedi 22 septembre dans votre club entre 10h et 18h. Merci beaucoup d'être venu. Allez, on va continuer ce 7-8 avec un sujet qui est aussi lié à la technologie. Aujourd'hui, vous surfez depuis n'importe quel endroit via la Wi-Fi. Eh bien, imaginez demain que ces données ne soient plus véhiculées par les ondes électromagnétiques mais par la lumière. Des chercheurs de l'université de Versailles-Saint-Quentin ont imaginé ce système. On regarde. Que la lumière soit. Bien mieux que la lampe d'Aladin, les génies du laboratoire d'ingénierie des systèmes de Versailles de l'université Versailles-Saint-Quentin ont imaginé un système permettant de transférer des informations numériques via le spectre lumineux. Par exemple, sur de l'audio, vous avez donc un lecteur MP3. Un lecteur MP3, après, c'est des données numériques, c'est du 0,1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire commuter ce qu'on appelle l'éclairage à LED. C'est-à-dire que c'est comme si on éteignait, on allumait à des fréquences très rapides ou à des fréquences variées. Et du coup, vous véhiculez comme ça les informations, les données, les 0,1. De l'autre côté, vous avez un photorécepteur et il retranscode et redécode cette information-là pour retransformer ça en une musique. C'est exactement le même principe que sur du Wi-Fi. Avec un avantage, aucune émission d'ondes électromagnétiques. Sur 5 ans, 500 000 € ont été investis pour développer cette technologie peu onéreuse selon ses concepteurs. Les scientifiques de ce laboratoire travaillent désormais au sein d'une start-up destinée à la commercialisation du produit, une société dont l'UVSQ pourrait bien devenir actionnaire. Côté client, plusieurs grandes entreprises se sont déjà montrées intéressées, comme la SNCF ou encore Philips. Le musée Grévin de Montréal au Québec a déjà fait l'acquisition pour 400 000 € de plusieurs tablettes équipées de cette technologie. Des lampes seront installées au-dessus des mannequins de cire. Lorsque le visiteur passera en dessous, un contenu multimédia sera envoyé sur l'appareil. Aucune manipulation ne sera nécessaire. Cette technologie est encore en développement. Pour l'instant, les envois de données ne fonctionnent que dans un sens. Les ingénieurs espèrent bien à long terme réussir à faire des échanges, ce qui permettrait notamment d'imaginer une utilisation pour le web, pourquoi pas en lieu et place du Wi-Fi.